Alors, ok, ça y est, je pense qu'on est live. Bonjour à tous et Oui, bienvenue donc pour ce webinaire donation et succession. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec mon associé Olivier Sureau, qui est CPA et expert comptable français, pour aborder ce sujet. Vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions sur ce point, d'où le webinaire d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je donne la parole à Olivier. On va pas rentrer dans les détails du sujet. Olivier. merci beaucoup Adrien et bonjour à tous encore et merci d'être présent avec nous pour écouter ce webinaire dont vous aurez l'accès également en replay. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des donations et des successions. On va essayer d'être le plus pragmatique possible en parlant de fiscalité essentiellement de succession et donation. On va pas vraiment se concentrer sur la partie civile et juridique. Vous savez qu'on a souvent deux aspects, la partie civile juridique des successions et des donations en fonction du pays où on habite. On a également la partie fiscalité qui sont deux choses différentes. Alors certains, l'une peut avoir une conséquence sur l'autre, mais aujourd'hui, notre objectif est de vous parler d'essentiellement de la fiscalité des successions et des donations et aussi de l'organisation de son patrimoine en ce sens, dans ce cadre-là. Alors, on va parler essentiellement de la fiscalité fédérale. Sachez que nous avons des impôts au niveau des États sur les successions et donations. Alors, deux types d'impôts. Un impôt qui est payé par le bénéficiaire souvent et un impôt qui est payé par le défunt ou le donataire, donc au niveau des États. Donc faites attention en fonction de l'État où vous habitez, parce que souvent on se dit oh, on est tranquille, mais au fédéral on a des gros abattements, on a 15 millions par exemple aujourd'hui, mais quand vous êtes dans des États comme New York, comme le Massachusetts, comme l'Illinois, les exemptions sont beaucoup plus basses. Donc soyez très vigilants dans ce domaine-là, mais encore une fois j'insiste bien, on aura peut-être l'occasion de refaire des webinaires spécifiques aux États. Là on va parler essentiellement de la fiscalité fédérale et avec Adrien, on parlera, et Adrien parlera également de la partie patrimoniale, avec notamment des exemples assez concrets et qui seront assez parlants dans ce cadre-là. Donc, on va essayer de vous parler d'une famille qui est la famille de Sophie et d'Alain, qui sont franco-américains, avec des enfants, qui sont installés aux États-Unis depuis 13 ans et avec des avoirs, des actifs à la fois financiers, assurance vie, et également immobilier du côté France et du côté américain. Et on va essayer de se poser dans des situations différentes en fonction si Sophie et Alain ont le passeport américain, n'ont pas le passeport américain, sont domiciliés fiscalement aux États-Unis ou pas. Et vous verrez, on va essayer de vous faire sous forme d'exemple dans ce cadre-là un petit peu plus loin au niveau des successions et des donations. Donc, encore une fois, on va tout d'abord parler de la notion de domicile fiscal avec ses différences avec la notion de résidence fiscale. Puis, on parlera de l'imposition sur les donations. Je rappelle, donation, c'est du vivant de la personne qui donne. Et enfin, au niveau de la succession, c'est au décès de la personne qui lègue son patrimoine. Et au niveau de la fiscalité, on va parler de ces trois stratégies et Adrien, par la suite, vous donnera certains exemples et vous parlera de l'aspect patrimonial. Alors, on a perdu... On va remettre les slides sont partis. Voilà. Alors, donc du coup, on va parler dans ce cadre-là. Premier exemple, comment savoir si je suis résident ou domicile fiscal. Comment savoir si j'ai mon domicile fiscal aux États-Unis. Alors, il faut bien comprendre tout d'abord que on a deux notions aux États-Unis quand on parle de fiscalité. On a la notion de résidence fiscale qui va déterminer l'imposition sur les revenus et la notion de domicile fiscal qui va déterminer l'imposition des successions et donations. Aux États-Unis, ce sont deux notions totalement distinctes et qui peuvent entraîner une conséquence où je peux être à la fois résident fiscal d'un point de vue imposition sur le revenu et non domicilié fiscalement d'un point de vue succession et donation. Donc, il faut bien comprendre cette notion-là, sachant qu'au-delà de cet aspect, quand on parle de domicile fiscal aux États-Unis, on regarde des successions et donations, aux États-Unis, c'est la personne qui donne ou qui décède qui paye son impôt, ce qui est une grosse différence avec la France. On le verra par la suite, puisqu'en France, c'est le bénéficiaire d'une donation de succession qui paye l'impôt sur les donations et successions. Donc, quels sont les critères de domicile fiscal aux États-Unis? Donc, je rappelle bien, domicile fiscal, c'est qu'est-ce qui va définir que j'ai mon domicile fiscal au regard des successions et donations? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir son domicile? Ça veut dire que dès lors que j'ai mon domicile, je suis imposé sur mon patrimoine mondial aux États-Unis, mon patrimoine total, à la fois immobilier, financier et autres. Donc, ce sont des critères qui sont assez ce qu'on appelle subjectifs. Aussi bien pour la résidence fiscale, le critère est très simple. On parle d'un critère de présence physique, c'est-à-dire qu'en moyenne, on va prendre le nombre de jours que vous passez au cours de l'année, on va y rajouter un tiers du nombre de jours au cours de l'année N-1. Donc, en l'occurrence, là, je prends 100% de mes jours 2026, j'y rajoute un tiers de mes jours 2025 et un sixième de mes jours de 2024.
Si la somme de ces 3 chiffres dépasse 183 jours, je suis résident fiscal et donc imposé sur mes revenus mondiaux aux États-Unis. Autre critère, ça peut être également le critère d'immigration, c'est-à-dire que si j'ai une carte verte ou un passeport américain, peu importe le nombre de jours que je passe, je suis résident fiscal. Au niveau des successions et donations, on va regarder vraiment ce critère subjectif, c'est qu'on va vouloir savoir si vous êtes aux États-Unis pour y rester d'une façon indéterminée. Ça veut dire, est-ce que vous êtes là pour rester sur une période de longue durée? Donc, on va regarder un certain nombre de critères. Donc, tout d'abord, il peut y avoir un critère d'immigration. Par exemple, le fait d'avoir un visa prouve que vous n'êtes pas là, vous n'avez pas l'intention d'y rester, même si ce n'est pas votre volonté. Parfois, on a envie d'avoir une carte verte, mais on n'a qu'un visa. Là, d'un point de vue domicile fiscal, on va considérer, non, vous avez votre période limitée, donc vous n'êtes pas domicilié fiscalement aux États-Unis, dans ce cadre-là, avec un visa de travail. En revanche, dès lors que vous avez une carte verte, ça va être un critère qui va définir la notion de domicile fiscal. Donc, dès lors que j'ai une carte verte, et parfois même, dès lors que je fais une demande de carte verte, je prouve que j'ai l'intention de vouloir rester de façon indéfinie aux États-Unis. Donc, à partir de ce moment-là, je serai considéré comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis. Alors, ce n'est pas l'unique critère, hein. Il y a d'autres critères. Par exemple, même si vous auriez un visa de travail pour un certain nombre d'années, ça fait longtemps que vous le renouvelez et que finalement, vous avez engagé un certain nombre d'actions. Par exemple, maintenant, mon patrimoine est quasiment intégralement aux États-Unis. J'ai plus de patrimoine dehors des États-Unis. Ou alors même des critères, quelles sont mes dernières volontés. Je souhaite me faire, par exemple, que mes obsèques et que je me fasse enterrer ou autre aux États-Unis. Donc, dans ce cadre-là, je prouve que je vais être là de façon indéfinie. Donc, ça pourrait être un critère qui nous définit cette notion de domicile fiscal. Donc, définissez bien vos critères, regardez bien l'enjeu parce que ça, c'est important, hein, cette notion de domicile fiscal. Puis la conséquence, encore une fois, fiscale, elle est double. Premièrement, je suis taxé sur mon patrimoine mondial, mais surtout, deuxièmement, j'ai le droit d'abattement d'un domicile fiscalement aux États-Unis. Et sachez que l'abattement aujourd'hui est de 15 millions de dollars. C'est quand même assez important. Et qu'il y a un réel avantage dans ce cadre-là aux États-Unis. Hein. Donc, encore une fois, j'insiste bien, ne confondez pas domicile fiscal, ça c'est pour les successions et donations, avec résidence fiscale, ça c'est pour l'imposition sur le revenu. Du côté français, les notions c'est un petit peu plus simple. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on va regarder 2 notions. C'est-à-dire qu'on va déjà se dire, est-ce que la notion de résidence fiscale au niveau de l'impôt sur le revenu diverge de la notion de résidence fiscale au niveau des successions et donations? Pas forcément. On va prendre quasiment le même critère, un article 4 du Code général des impôts, l'article 4B. Et dans ce cadre-là, si on est considéré comme étant résident fiscal, alors on sera considéré comme étant domicilié fiscalement pour l'impôt sur les successions également dans ce cadre-là. Hein. Lorsqu'on est bénéficiaire également, hein, au regard des successions et donations, on va aussi regarder si non seulement vous êtes résident fiscal en France, mais en plus de cela, on va y rajouter un autre critère, donc c'est résident fiscal et être résident fiscal depuis au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. Donc, parfois, certains d'entre vous, si vous êtes en France, on aura cette notion de bénéficiaire effectif en termes de donation de succession qu'à partir du moment où on aura atteint ces critères des 6 ans. Sachant que j'insiste bien, comme je l'évoquais tout à l'heure, quelle peut être la conséquence fiscale de tout cela? Je peux être considéré comme étant non domicilié fiscalement sur les successions et donations aux États-Unis, mais également en France. Un exemple, j'habite aux États-Unis, j'ai un visa de travail, j'ai un visa E2, j'habite aux États-Unis, je suis résident fiscal pour l'impôt sur le revenu, donc je paie mes impôts sur mes revenus mondiaux aux États-Unis. En revanche, au niveau des successions de donations, je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis. Et au niveau français, je ne suis pas résident fiscal, donc je suis non domicilié. Donc ce sera ce que je dis souvent, le nini, qui peut, attention, avoir comme conséquence fiscale de ne pas bénéficier des avantages de la convention fiscale dont on va parler après, qui a été signée entre la France et les États-Unis, puisque pour bénéficier de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, il faut être résident et domicilié fiscalement d'un des 2 pays. Donc, bien comprendre cet enjeu-là. Donc, la conséquence aussi de tout cela, c'est que vous allez me dire, Olivier, en fait, si je me retrouve dans une situation où je suis à la fois domicilié fiscalement aux États-Unis et en France, qu'est-ce qui va définir un petit peu l'arbitraire? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les conventions fiscales. Je vais vous en parler après. On a le droit interne qui définit la notion de domicile fiscal. On en a parlé pour le côté américain, on va en parler pour le côté français. Donc, la notion de droit interne va dire, est-ce que je dois m'acquitter d'un impôt sur des donations en succession en droit interne en France et aux États-Unis? Mais vous avez la notion de convention fiscale. Et une convention fiscale va toujours au-delà des lois internes. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller au-delà des lois internes? Ça veut dire que si, en droit interne, je prévois quelque chose qui est en contradiction avec la convention fiscale, c'est la convention fiscale qui va prédominer le droit interne. Je vais vous donner un exemple après, vous verrez comment ça va être important dans ce cadre-là. Et donc ça, il va falloir regarder. Donc, comment on parle de droit interne? Je vous ai évoqué du droit interne du côté américain. Du côté américain,
C'est straight, c'est relativement simple. Hein. C'est, n'oubliez pas, je suis domicilié fiscalement aux États-Unis selon un certain nombre de critères objectifs. C'est le donataire ou le défunt qui paye l'impôt sur les successions. Donc, c'est le statut fiscal du donataire et du défunt que l'on regarde aux États-Unis. En droit français, c'est légèrement différent. On a deux types de cas de figure. Premier cas de figure, qui est similaire plus ou moins au cas de figure américain, on regarde où est le donataire ou le défunt. Si le donataire ou le défunt est résident fiscal français, alors dans ce cadre-là, tout ce qui va transmettre au regard des successions et donations fera l'objet d'une fiscalité française sur les successions et donations. Ça, c'est le premier cas de figure. Mais si par hasard le donataire ou le défunt n'est pas résident fiscal français, on va regarder le bénéficiaire en France. Et en fait, le bénéficiaire, si le bénéficiaire est résident fiscal en France et qu'il est depuis au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, dans ce cadre-là, toute la fraction que le bénéficiaire va percevoir du défunt ou du donataire non résident fera l'objet d'une fiscalité sur sa quote-part, sur son patrimoine mondial. Je donne un exemple. Si dans un exemple précis où je suis résident fiscal des Bahamas, donc non résident fiscal français, j'ai aucun patrimoine en France, j'ai un de mes enfants qui habite en France, ou même mon fils unique qui habite en France, normalement, en droit interne, je pourrais dire je ne paie pas d'impôt sur les successions en France, sur mes donations de succession, puisque je suis non résident français. Sauf que comme mon fils habite en France depuis, dans mon exemple, 8 ans, l'intégralité que je vais lui transmettre, même s'il n'y a pas de patrimoine, il va devoir payer un impôt sur les successions et donations en France. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit interne dans ce cadre-là. Après, vous aurez, au niveau du droit conventionnel, vous aurez la fiscalité de la convention fiscale. Que dit la convention fiscale? Ça, c'est très important de le connaître. La convention fiscale, on a pareil des articles, notamment l'article 4, qui dit que l'impôt sur les successions et donations est payé dans le lieu de résidence, de domicile fiscal du donataire ou du défunt. Et c'est l'unique critère que l'on va appliquer. Donc, dans mon cas, moi, j'habite aux États-Unis maintenant. Je suis domicilié fiscalement aux États-Unis parce que j'ai un passeport américain. Mon fils habite en France. Il est résident fiscal français. Donc, normalement, en droit interne, on pourrait dire mon fils doit payer un impôt en France sur tout ce que je lui transmets, puisque la fiscalité française veut que si un bénéficiaire est en France, il doit payer une fiscalité sur toutes les donations et successions qu'il perçoit. N'oubliez pas qu'en France, c'est le bénéficiaire qui paye l'impôt. Là, la convention fiscale va dire je vais appliquer uniquement le lieu de domicile fiscal, de résidence fiscale de la personne qui donne ou qui décède. Je suis domicilié fiscalement aux États-Unis. Dans mon cas de figure, je n'ai pas de patrimoine en France. On parlera tout à l'heure, il y a un seul critère qui définira une fiscalité en France. Je n'ai pas de patrimoine en France. Mon fils, grâce à la convention fiscale, ne va pas payer d'impôt en France. N'oubliez pas, convention fiscale au-delà des lois internes. Donc, la conséquence fiscale, c'est que mon fils ne devra pas payer d'impôt en France, alors que dans le droit interne, il aurait dû. Mais par contre, il va falloir qu'il dépose un formulaire fiscal pour justement indiquer qu'il a perçu une donation et appliquer la convention fiscale entre nos deux pays. Donc, il faut bien comprendre que dans ce cas présent, le seul cas où on pourrait avoir une fiscalité française sur les successions et donations, c'est si l'on a de l'immobilier situé sur le territoire français. Adrien vous donnera des exemples concrets tout à l'heure, mais c'est uniquement dans ce cas de figure-là où j'aurai une fiscalité française. Peu importe que j'ai un enfant qui habite ou pas en France, c'est pas ça qui va définir ma fiscalité française, puisque convention fiscale France-États-Unis, taxée uniquement dans le lieu de résidence du défunt. Le seul cas de figure, c'est uniquement si moi, j'ai de l'immobilier en France. Quand bien même j'ai des enfants ou pas qui soient en France, je devrais payer dans ce cas-là un impôt sur les successions ou les donations sur les biens immobiliers situés sur le territoire français. Donc, bien penser à cela. Donc, premier cas de figure, on va commencer par un premier cas de figure où notre famille, finalement, fait une donation en argent, ce qu'on appelle un don en numéraire. Et dans ce cadre-là, comment ça s'appelle du côté américain et français. Donc, du côté français, c'est bien vraiment un acte de transmission, bien comprendre qu'il faut enregistrer cette donation. Souvent, on demande de l'enregistrer, même si dans le cas d'un don manuel, c'est pas forcément obligé de passer par un acte notarié. Parfois, c'est quand même bien de l'acter. Il va falloir bien évidemment faire des enregistrements au niveau de la fiscalité. Du côté américain, c'est ce qu'on appelle l'imposition sur les gift tax, imposition sur les donations. Donc, dans ce cadre-là, n'oubliez pas, comme j'évoquais tout à l'heure, qui paie l'impôt, c'est le donateur, enfin la personne qui donne en fait. Et donc, en général, c'est lui qui est redevable de l'impôt, c'est pas le bénéficiaire. On a la possibilité chaque année aux États-Unis, et retenez bien ce chiffre, de donner, sans devoir faire de déclaration fiscale, 19 000 $ par an par bénéficiaire. Alors là, peu importe le lieu de parenté, vous savez qu'en France, et on en parlera à la fin, on a une fiscalité
en fonction du lien de parenté. Plus je donne à un proche, donc par enfant, plus la fiscalité est moins importante, même si elle est quand même importante à la fin. Alors que du côté américain, peu importe, la fiscalité ne dépend pas du lien de parenté, elle dépend de la personne qui donne. On a une tranche d'imposition et encore une fois, n'oubliez pas, c'est la personne qui donne qui paie l'impôt, alors qu'en France, c'est le bénéficiaire. Donc, on fractionne l'impôt en France. Donc, dans ce cadre-là, c'est la personne qui va donner. Et vous avez la possibilité aux États-Unis de donner 19 000 $ par an par personne, peu importe le lien de parenté. Donc, si vous êtes en couple, 38 000 $ par personne et vous pouvez donner à vos enfants, mais également vous pouvez donner à des amis, vous pouvez donner à n'importe qui. C'est juste dans la limite de 19 000 $ par an, sans devoir faire de dépôt de déclaration fiscale. N'hésitez pas à utiliser cet abattement-là, surtout si certains d'entre vous, vous savez que vous allez peut-être être au-delà des 15 millions de dollars, il faut toujours utiliser cet abattement parce que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant et qui ne va pas pénaliser l'abattement des 15 millions de dollars auxquels vous avez le droit. Donc maintenant, on va constituer dans un premier cas de figure où je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, j'effectue une donation à mes enfants, je ne suis pas domicilié fiscalement en France dans mon cas de figure, hein, donc il n'y a personne, je ne suis pas en France, donc domicilié fiscalement aux États-Unis, donc la convention fiscale s'applique, taxable dans le pays de donation, dans le pays de résidence de la personne qui donne aux États-Unis. Première chose, comme je l'ai évoqué, je peux donner jusqu'à 19 000 $ sans impôt ni déclaration. Quand bien même j'ai un enfant qui habiterait en France, convention fiscale entre la France et les États-Unis, là, ce n'est pas d'immobilier, c'est du numéraire, donc taxé dans le lieu de résidence de la personne qui donne aux États-Unis, donc pas de taxation en France, par contre, j'aurai une formalité fiscale à accomplir en France. Aux États-Unis, si cette donation dépasse 10 000 $, dans ce cadre-là, j'effectuerai une déclaration aux États-Unis, hein, ce qu'on appelle un gift tax return, un 709, qu'on effectue en fait dans les mêmes délais que sa déclaration fiscale annuelle. Donc, si j'effectue une donation en 2026, je déposerai cette déclaration pour le 15 avril 2027, voire 15 octobre, si j'effectue une extension. Et à partir de là, comme je suis au-delà des 19 000 $, je vais appliquer l'abattement auquel j'ai droit. Aux États-Unis, vous avez le droit, dès lors que vous êtes domicilié fiscalement, à un abattement de 15 millions de $ que vous utilisez soit de votre vivant, soit à décès. Donc, c'est cumulatif, on le traque. Hein, c'est-à-dire que si j'ai utilisé 5 millions de mon vivant, mon décès restera 10 millions à utiliser. Donc, je commencerai à utiliser cet abattement-là pour la partie supérieure à 19 000 $. Donc, et tout ce qui sera au-dessus des 15 millions de dollars, là, je rentrerai une fiscalité qui atteindra rapidement 40% d'impôt. Maintenant, on se situe dans le schéma inverse. Je suis domicilié résident fiscal français et donc je vais effectuer une donation là d'un bien immobilier. Hein, là, c'est plus un don numéraire, d'un bien immobilier situé aux États-Unis. Donc, je suis résident fiscal français. J'ai un bien immobilier aux États-Unis. Je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis, j'insiste bien. Je n'ai pas de passeport américain, je n'ai pas de carte verte, je n'ai rien du tout. Et je donne une maison située aux États-Unis. Il y a plusieurs notions à connaître dans ce cadre-là. La première chose, c'est que malheureusement, n'oubliez pas, je suis domicilié fiscalement en France et pas aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, je n'ai pas le droit à l'abattement des 15 millions de dollars. Le seul abattement auquel j'ai droit, c'est 19 000 $ par an. Donc, il n'y a aucun abattement. Donc là, je suis taxé quasiment dès le premier dollar. Je vais atteindre rapidement 40% d'impôt. Attention, hein, donc première conséquence fiscale du côté américain. Donc, de donner de son vivant, ça peut coûter cher. Hein, de l'immobilier, j'insiste bien, situé sur le territoire américain. Puisque là aussi, hein, c'est le seul cas de figure dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis où je peux être taxé dans un pays ou comme dans l'autre sans être résident domicilié fiscalement dans ce pays-là. C'est quand on a de l'immobilier. Donc là, je suis dans le cas de figure où j'ai de l'immobilier. Donc, dans le cas de la convention fiscale, j'ai de l'immobilier aux États-Unis. Même si je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis, je dois payer un impôt aux États-Unis. Malheureusement, c'est assez pénalisé. Je n'ai pas d'avantage, première chose, en termes d'abattement. Et surtout aussi, deuxième chose, sachez qu'aux États-Unis, on a la notion de ce qu'on appelle le step-up. Alors, c'est quoi un step-up? C'est quand on réévalue la valeur du bien. En gros, on appure la plus-value. Donc, en droit français, par exemple, quand vous donnez que vous donniez de votre vivant de l'immobilier ou des actions ou à votre décès, au moment de cette donation, de cette succession en droit français, on appure la plus-value. On est pur chez plus-value. C'est-à-dire que si je donne un bien à mon fils en France que j'ai acheté 100 000 € et qui en vaut 1 million d'euros au moment où je donne à mon fils, donc j'ai payé un impôt sur les donations basé sur 1 million d'euros du côté français. En revanche, si mon fils revend ce bien le lendemain, il le revend pour 1 million d'euros, pas d'imposition sur les plus-values en droit français parce que j'ai apuré la plus-value au moment de cette donation, de cette succession. C'est ce qu'on appelle la notion de step-up. En droit américain, c'est complètement différent. En droit américain, si vous donnez de votre vivant, on n'a pas cette notion de step-up, c'est-à-dire que si, dans mon cas présent, j'ai fait une donation à mon fils d'un bien immobilier américain que j'ai acheté 100 000, je lui donne pour 1 million, je vais toujours payer mon impôt sur les donations sur une base de 1 million, donc déjà j'ai payé beaucoup d'impôts, mais en plus de cela, si mon fils le revend le lendemain,
pour 1 million, il va payer un impôt sur la plus-value en droit américain sur 900 000 dollars. Vous imaginez comment c'est très pénalisant, c'est pas du tout avantageux de donner de son vivant dans ce cadre-là de l'immobilier à son fils aux États-Unis, un bien immobilier qui est situé sur le territoire américain. Donc attention à cette notion-là parce que ça diverge beaucoup et en termes de fiscalité, pour certains d'entre vous, ça peut avoir des conséquences importantes parce que vous êtes peut-être certains d'entre vous hérités de vos parents et peut-être que vos parents vous ont donné de leur vivant des biens immobiliers en France. Et en droit français, le jour où vous allez vendre, quand on va calculer votre plus-value, cette plus-value va être basée, calculée sur un bien immobilier, sur la valeur qui était au moment de la donation. Alors que si vous êtes résident fiscal américain, comme on n'a pas cette notion d'apurer la plus-value, en droit fiscal américain, quand on va calculer la plus-value taxable aux États-Unis, normalement, il va falloir remonter la plus-value historique, puisque dans le cas présent, vous transférez la plus-value taxable à vos enfants. Et donc, il va falloir remonter au prix d'achat auquel les parents l'ont acheté. Donc, attention, certains d'entre vous aussi, parfois, il faut être très prudent parce que quand on vient un bien immobilier en France, on pense qu'on n'a pas de fiscalité parce qu'en France, on n'a quasiment pas d'impôt à payer, alors que du côté américain, si on en a hérité par donation, on perd un gros avantage. Donc, pensez bien cette notion de step-up, retenez bien aussi cette notion de step-up. En plus de la notion que je vais évoquer tout à l'heure, la notion de convention fiscale et de domicile fiscal, retenez bien la notion de step-up dans ce cadre-là. Maintenant, si je suis des deux côtés, à la fois aux États-Unis et à la fois en France, quel est les cas de figure? J'ai mon passeport américain, je vais l'évoquer tout à l'heure. Le fait d'avoir un passeport américain ou dans certains cas une carte verte font que je suis considéré comme étant de longue durée aux États-Unis et donc domicilié fiscalement aux États-Unis pour un impôt sur les successions et donations. Sauf que si j'habite en France, je vais être considéré également résident fiscal français. Et dans ce cadre-là, je vais être considéré aussi domicilié fiscalement en France pour les successions et donations. Donc, c'est vrai que c'est des deux côtés. Vous allez me dire, mais attendez, Olivier, là, on est dans les deux côtés. Il y a une convention, enfin, on risque d'être double imposé, je dirais. Alors, la réponse est non, parce que bien évidemment, dans le cas de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, on va d'abord payer un impôt là où est situé l'actif. Donc, d'abord, par exemple, dans mon cas de figure, si j'ai un bien immobilier aux États-Unis, d'abord aux États-Unis, on va payer l'impôt. Et après, on aura un crédit d'impôt en France pour l'impôt qui aura été payé aux États-Unis. Là où ça peut être pénalisant d'être dans ce cas de figure-là, c'est que, vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai évoqué, aux États-Unis, j'ai un abattement de 15 millions de dollars. Donc, même si demain, je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, j'intègre l'intégralité de mon patrimoine aux États-Unis et que je suis en 15 millions, je ne paierai pas d'impôt. Donc, cas de figure, par exemple, j'ai 15 millions de dollars en tout, dont 10 millions aux États-Unis, 5 millions en France. Donc, cas de figure, j'ai 15 millions, je dois tout déclarer aux États-Unis, je suis citoyen américain qui habite en France, d'abord je regarde aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, je ne paie pas d'impôt, j'ai 15 millions. Mais en France, la France va me dire, désolé, on doit taxer l'intégralité de votre patrimoine mondial en France, quand bien même si vous êtes américain, quand bien même vous avez du patrimoine américain, je m'en fiche que vous êtes exonéré d'imposition ou pas aux États-Unis, grâce à l'abattement, vous êtes taxé dès le premier dollar, euro en France. On a des abattements, on va en parler tout à l'heure, de 100 000 euros. Mais vous allez voir le gros inconvénient. Donc, faites attention, n'oubliez pas aussi, autre notion à retenir, dès lors que vous redevenez résident fiscal français, domicile fiscalement en France, vous vous retrouvez à avoir une exposition fiscale conséquente sur votre patrimoine mondial au regard des successions et donations en France. Je pars d'un système où j'avais 15 millions de dollars d'abattement à un système où j'ai plus que 100 000 euros d'abattement par enfant sur l'intégralité de mon patrimoine, même s'il est américain. J'insiste bien, faites bien attention à cela parce qu'on a souvent tendance à se faire piéger. Quand on rentre en France, on pense à l'impôt sur le revenu et on oublie de penser à l'impôt sur les successions et donations. Autre cas de figure, là maintenant, je fais une donation à mes enfants. C'est la règle du nini. Vous vous souvenez, je lui ai dit, je suis ni domicilié fiscalement aux États-Unis, j'ai un visa de travail, je vis aux États-Unis, je suis résident fiscal pour l'impôt sur le revenu, mais non domicilié fiscalement aux États-Unis, et je suis pas résident fiscal d'un point de vue français. Là, comme je l'ai dit, première conséquence, le nini, je ne bénéficie pas de la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Donc là, je n'ai pas de droit conventionnel, je regarde que le droit interne. Donc, en fonction de où l'argent est situé, dans mon cas présent, s'il est situé en France, je serai taxé en France. S'il est situé aux États-Unis, je serai taxé aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, j'aurai juste droit à un abattement de 19 000 $, puisque je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis, donc je n'ai pas l'abattement des 15 millions de dollars. Et si mon fils, dans le cas de figure, habite en France, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et qui habite depuis au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, par exemple 8 ans, même si c'est moi, résident fiscal américain, mais non domicilié fiscalement aux États-Unis qui lui fait une donation, puisque n'oubliez pas, je n'ai pas de carte verte, je n'ai pas américain, donc je ne bénéficie pas des abattements. Je ne peux pas me protéger sous la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Et dans ce cas de figure,
mon fils va devoir payer un impôt sur la donation en France. Alors, il aura droit à l'abattement des 100 000 euros, mais sinon, il va payer un impôt sur cette donation en France, quand bien même c'est de l'argent américain, parce que c'est la règle du ni-ni. Donc, faites attention, si certains d'entre vous, vous avez un visa de travail, vous habitez aux États-Unis, vous avez des enfants qui restent vivre en France, malheureusement, vous êtes assujettis à la fiscalité de chacun des pays, à la fois du côté américain, avec l'abattement uniquement des 19 000 $ par an, et du côté français. Et si, donc, dans ce cadre-là, votre fils devra payer un impôt en France, puisque nous n'avons pas l'avantage de la convention fiscale, puisque nous n'avons pas de carte verte, nous ne sommes pas américains dans ce cas précis. Donc, bien penser à cela, faites attention dans ce cadre-là. Maintenant, je me situe dans un autre cas, je fais une donation d'un bien immobilier en France. Alors, vous vous souvenez, comme je l'évoquais tout à l'heure, le seul cas de figure où, peu importe le statut fiscal, peu importe si j'ai des enfants ou pas, où je devrais toujours payer un impôt sur les donations et successions en France, c'est si j'ai de l'immobilier qui est situé sur le territoire français. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, là, entre guillemets, je m'en fiche un peu convention fiscale, pas convention fiscale, domicile ou pas en France, aux États-Unis. Là, j'ai un bien immobilier en France, donc dans tous les cas de figure, j'aurai une fiscalité française sur les successions et donations, peu importe où j'habite dans le monde. Donc, en fiscalité française, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous avons la possibilité, tous les 15 ans, de donner jusqu'à 100 000 € par enfant sans payer de fiscalité. Donc, si j'ai 2 enfants, si je suis marié à un couple, avec un couple, ça veut dire que chaque couple donnait 200 000 € par enfant. Donc, on arrive à une déduction totale de 400 000 € dans ce cadre-là. Donc, avantage fiscal jusqu'à 400 000 €. Au-delà, on doit payer un impôt sur la fraction qui dépasse. Nous avons autre limite aussi. On oublie aussi souvent, mais j'insiste bien souvent aussi là-dessus, c'est donation par grands-parents, petits-enfants. Pareil, c'est 31 865 € tous les 15 ans. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des petits-enfants aussi. C'est toujours intéressant aussi dans ce cadre-là. Si vous n'avez pas la chance d'être domicilié fiscalement aux États-Unis, d'avoir ce que je vous ai dit comme abattement, n'hésitez pas à utiliser ces abattements-là. Ou même, si vous avez des parents qui habitent en France, qui sont domiciliés fiscalement en France, dites-leur plutôt qu'ils vous donnent à vous, de bénéficier de ces abattements et de les donner à vos enfants. Parce que 31 865 €, c'est toujours ça de prix et ça se renouvelle tous les 15 ans. Entre conjoints aussi. Sachez également, j'en parlerai après, mais entre conjoints, nous avons droit à un abattement tous les 15 ans de 80 724 €. Bien comprendre qu'en France, souvent on dit mais non, on ne paie pas d'impôt entre conjoints. C'est au décès de la personne que l'on ne paie pas d'impôt. Donc entre époux, entre conjoints, quand on décède, tout ce que l'on transmet au conjoint survivant, il n'y a pas de fiscalité en France. Alors que par contre, si on le fait de son vivant, il y a une fiscalité et l'abattement auquel on a droit, on peut transmettre jusqu'à 80 724 € tous les 15 ans en France de ce cadre-là. N'oubliez pas que c'est un acte notarié quand on a de l'immobilier. C'est obligatoire, il faut passer devant un notaire. Après, on a la notion du côté français aussi, dont on parlera tout à l'heure, de la nue propriété, je vous en parlerai juste après, qui est assez intéressante dans ce cadre-là, mais on en parlera juste après. Donc là, je suis dans un cas de figure où j'ai un bien immobilier en France, je viens vous dire, je paye une fiscalité en France, quoi qu'il arrive. Maintenant, si je suis dans la situation où je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, comme je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, j'ai un passeport américain, je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, donc je donne un bien immobilier en France. Donc, 1, fiscalité française, peu importe mon statut, je paye un impôt en France. 2, comme je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, n'oubliez pas, je suis redevable de payer un impôt sur les donations et successions sur le patrimoine mondial. Donc, j'ai donné un bien immobilier en France à mes enfants. Je dois déclarer cette donation sur ma déclaration américaine, le formulaire 709. J'ai le droit à un abattement de 19 000 $ par an. Et au-delà, je vais utiliser l'abattement des 15 millions de dollars dans ce cadre-là. Donc, je ne serai pas fiscalisé. Mais attention, comme j'évoquais tout à l'heure, grosse divergence. Ce bien immobilier que j'ai donné en France, j'ai pu apurer la plus-value en droit français. C'est-à-dire que n'oubliez pas ce fameux exemple où mon fils, s'il a été hérité d'un bien immobilier qui vaut 1 million d'euros et qui revend le lendemain, pas de plus-value, même si j'ai acheté à 100 000 €, pas de plus-value en France. Sauf que du côté américain, donné de mon vivant, là aussi, c'est un peu le boomerang, j'appure pas la plus-value. Donc, même si je ne paie pas d'impôt grâce aux 15 millions de dollars dont j'ai droit d'abattement, mon fils, si ce bien immobilier, il le revend le lendemain ou quelques années après, sa base, son coût d'acquisition, ce sera 100 000 € et non pas la valeur d'1 million d'euros moi je lui ai donné. On n'appure pas les plus-values, retenez bien cela dans vos stratégies fiscales. Donc maintenant, autre notion, je vous évoquais la notion de démembrement en France. Adrien vous donnera un exemple qui est très bien élaboré. Comprenez bien que la notion de nue propriété et d'usufruit en France, qu'on appelle le démembrement, est assez intéressante. Alors qu'est-ce que c'est en gros? C'est que le démembrement,
on découpe en deux un titre de propriété en France. On a la partie qui est le nu propriétaire, qui est en fait le propriétaire du bien immobilier, qui est sa propriété, et l'usufruitier. L'usufruitier, c'est celui qui a le droit d'utiliser ce bien tant qu'il est vivant, de toucher les revenus ou de l'utiliser tant qu'il est vivant, et ce, sans devoir rendre des comptes au nu propriétaire. En revanche, si ce bien est revendu, là, dans ce cas-là, on aura une fraction du prix de vente qui ira au nu propriétaire, une fraction à l'usufruitier. Et le réel intérêt en France, et je vais vous le montrer, c'est qu'en France, quand on donne un bien immobilier en démembré, c'est-à-dire que moi, je vais donner donc la propriété à mes enfants, la nue propriété, vous allez voir dans l'exemple d'après, on va découpler la valeur en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc, l'usufruitier, c'est qui? C'est la personne qui donne le droit de garder l'occupation du bien. Donc, moi, je vais donner à mon fils un bien immobilier que j'ai situé en France. Ce bien immobilier qui est situé en France, je vais lui donner la nue propriété. Moi, je garde l'usufruit, donc de pouvoir continuer à utiliser ce bien pour y aller en vacances quand je veux, ou alors de le louer si je veux et de toucher les revenus de son bien. Et je suis dans la tranche d'âge entre 40 et 50 ans. Donc, si je donne, dans mon exemple, un bien immobilier qui vaut 1 million d'euros, et donc dans ce cadre-là, je vais lui donner la nue propriété. Donc, j'ai donné une valeur de 400 000 euros. Donc, je donne à mes deux enfants, j'ai deux enfants, une valeur d'1 million d'euros, je donne à une propriété, donc c'est une donation taxable pour 400 000 euros en France. Je vous ai dit tout à l'heure, abattement de 100 000 euros par enfant. Comme je suis marié, j'ai le droit de donner jusqu'à 400 000 euros, donc pas de fiscalité dans mon exemple. Et le vrai intérêt, parce qu'Adrien reviendra là-dessus, le vrai intérêt, c'est que l'usufruit s'éteint au décès des deux usufruitiers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fiscalité sur les successions en France sur l'usufruit. Ça veut dire que dans mon cas précis, je transfère quelque chose qui vaut 1 million d'euros pour une valeur de 400 000. Après, j'ai les abattements en plus. Et c'est la seule fiscalité que j'aurai. Les 600 000 restants ne feront jamais l'objet d'une fiscalité. Donc ça, c'est très intéressant en droit fiscal français. Utilisez-le si vous avez la possibilité d'utiliser parce que c'est quand même un vrai avantage. Là, on optimise la fiscalité française. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Olivier, qu'est-ce qui se passe à la fiscalité américaine? Parce que là, du coup, vous venez de me dire qu'il ne faut pas que je donne de mon vivant, parce que si je donne de mon vivant un bien où il y a beaucoup de plus-value, mes enfants vont se retrouver à payer un impôt aux États-Unis s'ils sont résidents américains. Alors, la réponse est, vous avez raison, sauf que dans le cas du démembrement, c'est ce qu'on appelle le life estate aux États-Unis, et cette notion n'est pas reconnue fiscalement aux États-Unis, ou en tout cas, elle est reconnue en tant qu'un life estate. Donc, on considère que les cas de jurisprudence que nous avons eus, on considère que c'est un droit, entre guillemets, incomplet et qui ne sera acté qu'au moment où on a la pleine propriété du bien, donc au décès de l'usufruitier. Ça veut dire qu'en fiscalité américaine, on considère que l'on fait une donation toujours d'un droit, et non pas d'un bien immobilier, mais d'un droit. Donc, il faut quand même déclarer cette donation sur une déclaration de donation aux États-Unis en utilisant l'abattement des 15 millions de dollars. En revanche, à son décès, le jour où moi je décède, le fameux bien immobilier, là, dans mon cas de figure, qui valait 100 000 euros, qui valait 100 000 euros quand j'ai acheté et qui en valait 1 million quand je l'ai donné. Au moment de la donation, on a dit tout à l'heure que je donne pour une valeur de 400 000. Donc, je déclare ces 400 000 euros parce que j'ai deux enfants sur une déclaration de donation aux États-Unis avec mon épouse. Donc, ça, on déclare ces donations. En revanche, au moment de mon décès, si ce bien immobilier vaut 1,5 million, je vais devoir redéclarer cette somme de 1,5 million. Donc, déclaration de succession à ce moment-là, parce qu'on considère que la succession a lieu à ce moment-là. Donc, je vais devoir déclarer ce 1,5 million sur ma déclaration de succession aux États-Unis à mon décès. Sauf que, en règle générale, on a quand même un abattement de 15 millions de dollars, donc 15 millions x 2, 15 millions pour moi, 15 millions pour mon épouse, ça fait 30 millions. Et surtout, le réel avantage, c'est que comme on considère que la succession a lieu qu'au moment du décès du usufruitier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je bénéficie du step-up. Je vais pouvoir, en droit américain, apurer la plus-value à ce moment-là. Ce qui est super parce que dans mon cas précis, le bien immobilier que j'ai transmis pour une valeur de 1 million d'euros, admettons qu'il vaut toujours 1 million d'euros au moment de mon décès, je vais pouvoir réévaluer la valeur de l'actif à 1 million, alors que techniquement, je l'ai donné de mon vivant en droit français, mais en droit américain, comme ce n'est pas reconnu fiscalement, on considère que ce sera au moment de la succession, que tout devra être redéclaré, mais je vais pouvoir apurer ma plus-value. Donc, j'aurai l'avantage de la fiscalité française sans pénaliser la fiscalité américaine, puisqu'en fiscalité américaine, la succession sera complète au moment du décès de l'usufruitier. Donc là, réel avantage fiscal d'utiliser le démembrement. N'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est quelque chose qui est quand même toujours intéressant dans ce cadre-là. Donc là, maintenant, on va parler de donation entre époux. Là, on vient de parler de donation par enfant, donation entre époux, de biens notamment, situés entre les États-Unis et la France. Premier cas de figure, je vais faire une donation d'une maison située en France à mon mari qui est américain. Donc là, c'est Sophie qui donne à son mari qui est américain. Donc n'oublie pas, comme j'ai évoqué tout à l'heure, en droit français, quand j'effectue une donation, malheureusement, j'ai une fiscalité. C'est seulement au décès que je transmets ce que je veux. Donc, je peux donner jusqu'à 80 724 euros tous les 15 ans
Au-delà, je vais devoir payer un impôt sur cette donation du côté français. Donc, c'est là où il faut peut-être utiliser la nue propriété pour pouvoir démultiplier cet abattement. Je vais bien sûr faire une déclaration fiscale du côté français. Et du côté américain, si on est dans un cas de figure, premier cas de figure, où le conjoint de Sophie est américain, aux États-Unis, la notion est différente. Vous savez qu'aux États-Unis, lorsque le conjoint est citoyen américain, titulaire d'un passeport américain, que ce soit du vivant ou au décès, il n'y a pas de fiscalité. On peut transmettre tout ce qu'on veut, 30, 40, 50 millions, il n'y a pas de fiscalité quand on fait une donation entre conjoints, si le conjoint à qui on donne est américain, ou quand on décède, si le conjoint survivant est américain. Alors qu'en droit français, comme je l'ai évoqué, on distingue du vivant, il y a une fiscalité, au décès, il n'y en a pas. Donc là, dans mon cas de figure, il y a que je donne, peu importe la somme, il n'y aura pas de fiscalité du côté américain si le conjoint est américain et donc il n'y a aucune fiscalité. En revanche, si le conjoint n'est pas américain, par exemple, le conjoint de Sophie a une carte verte ou un visa, dans ce cadre-là, je vais utiliser l'abattement des 15 millions de dollars. Donc attention, je commence à utiliser l'abattement de 15 millions de dollars qui en général, je pourrais utiliser pour mes enfants. Donc attention à cela, je vais être obligé de puiser dans cet abattement des 15 millions de dollars. En revanche, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, pas de réévaluation, je n'appure pas la plus-value. Donc, si je donne de mon vivant à mon conjoint survivant, attention, aussi bien en France, ça peut être une fiscalité optimale parce que je réévalue la valeur du bien, mais aux États-Unis, je garde, je suis loqué, je n'appure pas la plus-value, donc je n'optimise pas d'un point de vue impôt sur le revenu la fiscalité. Donc, bien comprendre cette partie-là dans ce cadre-là. Maintenant, à l'inverse, je souhaite effectuer une donation d'une maison située aux États-Unis. Tout à l'heure, on parlait d'une maison située en France, située aux États-Unis. Donc là, c'est simple, le même principe. Dès lors que là, j'ai rien qui est en France, j'ai pas de fiscalité, j'ai rien à déclarer en France. Là, on parle que de quelque chose qui est américain et pour des gens qui sont domiciliés fiscalement aux États-Unis. Donc, la seule conséquence, deux conséquences fiscales, donc il faut être prudent. La première, c'est la valeur de base est inchangée. N'oubliez pas, je n'appure pas la plus-value. Donc, un inconvénient fiscal. L'autre côté, si mon conjoint à qui je donne n'est pas américain ou n'a pas, n'est pas américain tout simplement, je peux lui donner jusqu'à 194 000 dollars par an sans payer d'impôts. Ça, c'est quand même avantageux. Chaque année, je peux donner jusqu'à 194 000 dollars. Et au-delà, je vais devoir utiliser l'abattement des 15 millions de dollars. Donc, bien penser à cette partie-là dans ce cadre-là. Maintenant, on va avoir la règle un petit peu du nini aussi. Donc là, j'ai mes parents qui habitent en France. Ils veulent effectuer une donation d'argent en tant que résident fiscal américain. Alors, comment cela va se passer dans ce cadre-là? Donc, alors je dirais là, on a plusieurs cas de figure. La première cas de figure, mes parents ne sont pas résidents fiscaux américains. Donc, ils ne sont pas considérés comme étant résidents fiscaux américains, pas domiciliés fiscalement aux États-Unis. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, si mes parents habitent en France, ils n'ont rien à voir avec les États-Unis. Mes parents décident de me donner de leur vivant une somme d'argent. En France, il y aura une fiscalité française, puisque n'oubliez pas, la fiscalité est dans le pays de résidence de la personne qui donne. Donc, mes parents sont en France, donc ils vont devoir payer un impôt en France. Si cette donation dépasse 100 000 euros, comme on a évoqué, ou 31 865 euros, quand c'est grands-parents, petits-enfants. Du côté américain, moi, mon obligation fiscale, je suis résident fiscal américain, n'oubliez pas, mes parents ne sont pas domiciliés fiscalement aux États-Unis. Donc, moi, je vais devoir effectuer un formulaire fiscal qui est un peu particulier, qui est le 3520. Dès lors que je touche une donation au cours d'une année d'une somme qui dépasse 100 000 dollars d'un non-résident fiscal américain, en l'occurrence, là, mes parents qui habitent en France me font une donation à moi, résident fiscal américain, je dois déclarer sur le formulaire 3520, donc dans l'année qui suit, même chose au moment de la déclaration fiscale que j'ai effectuée, je dois faire une déclaration. C'est que la compliance, je n'ai pas d'impôt à payer du côté américain, c'est juste du côté français. Donc, du côté américain, pas d'impôt à payer. Par contre, il ne faut pas oublier de faire cette déclaration-là, parce que si je ne la fais pas, la pénalité peut être de 25% du montant que j'ai omis de déclarer. Donc, j'ai touché une donation d'1 million de dollars de mes parents qui sont en France. Techniquement, je n'ai pas de fiscalité en France. J'ai oublié de faire ce formulaire-là. Je n'ai pas de fiscalité aux États-Unis, j'ai une fiscalité en France. Si j'oublie d'effectuer ce formulaire-là du côté américain, 3520, potentiellement 250 000 dollars de pénalité du côté américain. Maintenant, on va switcher maintenant sur la partie décès. Donc là, on a parlé de la partie donation. Maintenant, la partie décès. Au décès des personnes, qu'est-ce qui se passe en termes de fiscalité successorale? Là, il y a beaucoup de notions qui sont totalement différentes. Là, changez bien votre état d'esprit. On était dans la fiscalité des donations tout à l'heure. Maintenant, on a la fiscalité des successions au décès. Donc maintenant, si je décède en France
est-ce qu'il y a des impôts spécifiques pour mes enfants qui habitent aux États-Unis? Donc, je suis résident fiscal français. Et rien à voir, je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis. Par contre, mes enfants habitent aux États-Unis. Donc là, article 4 de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, tout se passe dans le pays de résidence, de domicile fiscal de la personne qui décède, sauf s'il y a de l'immobilier dans l'autre cas de figure, dans l'autre pays. Donc, s'il y a de l'immobilier, là, il y aura une fiscalité du côté américain. Mais là, dans mon cas de figure, si je n'ai pas d'immobilier, toute la fiscalité se passe en France. Donc, je dois payer un impôt en France. Donc là, 100 000 euros d'abattement par enfant. Dans ce cadre-là, donc 100 000 euros par enfant si je ne l'ai pas utilisé. Si je l'ai utilisé, j'ai le droit à zéro, puisque tout se renouvelle au bout de 15 ans. C'est tous les 15 ans qu'on a la possibilité de le faire. Donc ça, c'est la première cas de figure. Donc ça, fiscalité 100% française. Mes enfants qui habitent aux États-Unis, s'ils sont résidents fiscaux américains, l'obligation qu'ils ont, comme je viens d'évoquer tout à l'heure avec vos parents à vous, là, dans mon cas de figure à moi, mes enfants, s'ils habitent aux États-Unis, il va falloir qu'ils fassent le fameux formulaire 3520, puisqu'ils ont hérité d'une succession d'un non-résident fiscal, parce que n'oubliez pas, moi, je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis, j'habite en France dans ce cas précis, et donc il va falloir qu'ils effectuent la déclaration de cette donation du côté américain, mais pas d'impôt à payer du côté américain, bien comprendre dans ce cadre-là. Donc n'oubliez pas maintenant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, si je décède en France et que je possède maintenant de l'immobilier aux États-Unis, dans le cas précédent, je n'avais pas d'immobilier, donc j'habite toujours en France, je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis, mais j'ai un bien immobilier qui est situé aux États-Unis. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait le même exemple, mais c'était par donation. Et j'expliquais, par donation, j'ai deux mauvaises conséquences fiscales. Quand j'effectue de mon vivant, je donne un bien immobilier qui est situé aux États-Unis en tant que non domicilié, non résident fiscal américain. Première conséquence, je n'ai pas d'abattement. À part 19 000 $, je n'ai quasiment pas d'abattement. Je paye vite 40%. Et deuxième conséquence, je n'appure pas la plus-value. Là, on a deux avantages fiscaux. Vous allez me dire, il vaut mieux que je donne au décès. Le premier avantage fiscal, c'est que, je vais l'évoquer tout à l'heure, au moment du décès, en droit américain, j'appure la plus-value. Donc là, c'est bien, je remets les compteurs à zéro pour les plus-values. Donc, mes enfants qui habitent aux États-Unis, sur tout ce que je vais leur transmettre à mon décès, même s'il y a de la plus-value, c'est ce fameux bien immobilier que j'avais acheté 100 000 et qui vaut 1 million à mon décès, mes enfants, ils vont en hériter pour une base de 1 million. S'ils leur vendent le lendemain pour le même montant, pas de plus-value en droit américain. Alors, ce n'est pas le cas tout à l'heure si je dois effectuer de mon vivant. Deuxième avantage fiscal, c'est un avantage de la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Comme je suis domicilié fiscalement en France, je vais pouvoir me protéger avec la convention fiscale. Et la convention fiscale dit la chose suivante. Dans le cas des successions, et ça c'est un avantage que je n'ai pas dans le cas des donations du vivant, dans le cas des successions, on va avoir un abattement qui est assez intéressant. Il faut savoir qu'en droit américain, lorsqu'on est non domicilié fiscalement aux États-Unis et qu'on a un bien immobilier aux États-Unis, au moment de son décès, on a le droit à un abattement de 60 000 $. Ce n'est pas grand-chose. Si j'ai un bien immobilier qui vaut 1 million de $, mes enfants vont payer une imposition sur une base de 940 000 $. La convention fiscale, il y a la chose suivante. Au lieu d'avoir un abattement de 60 000 $, comme le défunt est résident fiscal français, on va lui permettre d'avoir un abattement supplémentaire et qui va être calculé de la façon suivante. On va regarder le poids du patrimoine américain par rapport au patrimoine mondial. Dans mon cas de figure, j'ai mon patrimoine immobilier qui vaut 1 million de $. Et mon patrimoine total que je transmets à mes enfants est de 10 millions de $. Donc, le pourcentage de mon patrimoine américain par rapport à mon patrimoine total représente 10%. 1 million, dans mon exemple, sur 10 millions, 10%. On va prendre l'abattement auquel a le droit un Américain au moment de mon décès, 15 millions de $, dans mon exemple. Donc, à ces 15 millions de $, on va appliquer le pourcentage du fameux poids américain. Donc, dans mon exemple, 10%. Donc, si on va prendre 10% fois 15 millions, ça va faire 1,5 million. Et ça, ce sera l'abattement auquel on aura le droit grâce à la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Donc, au lieu d'avoir un abattement de 60 000 $ en droit américain, j'aurai un abattement dans mon exemple, de 1,5 million. Donc, en gros, pas de fiscalité du côté américain. En revanche, attention, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je suis domicilié fiscalement en France, je suis redevable de déclarer et de payer un impôt sur mon patrimoine mondial en France, peu importe que je sois exonéré d'impôt dans le pays où il y a ce bien immobilier. Donc, bien comprendre cet avantage fiscal. Donc, du côté américain, je vais faire appel à la convention fiscale, très important, passer par des professionnels qui le connaissent, et je vais déposer un formulaire qui est le 706 NA, qui est pour le formulaire fiscal de déclaration de succession pour les non-résidents. Maintenant, autre cas de figure, je suis, moi, en tant que parent, maintenant, je ne suis plus en France, maintenant, je suis aux États-Unis. Au moment de mon décès, j'habite aux États-Unis, je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, pas en France, dans ce cadre-là. Donc, comme j'ai évoqué, le seul cas de figure où le fisc français pourrait pratiquer une fiscalité sur mes successions
en France, c'est sur l'immobilier que je vais laisser à mes enfants. Donc, imaginons que je n'ai pas fait le démembrement, ce qui est dommage, parce que si j'avais fait le démembrement, là, je n'aurais pas de fiscalité. Imaginons que je n'ai pas fait le démembrement, je n'ai pas fait de donation de mon vivant. Là, sur tout ce qui va être situé en France au niveau des biens immobiliers, j'aurai un abattement de 100 000 euros par enfant. Donc là, j'ai toujours dans mon exemple, le fameux abattement des 200 000 euros. Si je suis marié et que je décède avec mon époux, ça fait 400 000 euros d'abattement si je ne l'ai pas utilisé. Donc malheureusement, mon bien vaut 1 million, je suis taxable, mes enfants sont taxables sur 600 000, alors que si n'oubliez pas, s'il avait fait avec le démembrement, je n'aurais rien comme fiscalité. Là, je suis taxable sur 600 000 euros. Donc dans ce cadre-là, j'aurai une fiscalité. Si je laisse en revanche ce bien immobilier à mon conjoint survivant, je décède, je fais une donation du dernier vivant. Faites-le, ça, quand vous êtes en France, pour vous protéger. Une donation du dernier vivant, c'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, ça va à mon épouse. Dans ce cadre-là, comme j'évoquais tout à l'heure, au décès, quand on laisse du patrimoine en France à son conjoint survivant, il n'y a pas de fiscalité. Donc, je n'ai pas de fiscalité du côté, dans ce cas-là, du côté américain. Donc, c'est quand même assez intéressant dans ce cadre-là. Du côté français, pardon, pas de fiscalité du côté français. Du côté américain, qu'est-ce qui va se passer quand je vais décéder? N'oubliez pas, je suis taxable sur mon patrimoine mondial. Donc, j'ai droit à un abattement à l'heure actuelle de 15 millions de dollars, moins toutes les donations que j'aurais pu utiliser avant, si j'en ai utilisé, si j'ai fait donation à mes enfants. Et sur l'Orica, j'ai 40% d'abattement. Donc, si je suis dans un patrimoine, par exemple, dans mon décès, j'ai 10 millions de dollars de patrimoine, j'ai mondial, dont 1 million d'immobilier, comme je l'évoquais dans mon cas de présent en France. J'aurai une fiscalité en France, malheureusement, sur les fameux 600 000, après les abattements, enfin même la moitié, on va dire. Du côté américain, j'ai droit à l'abattement des 15 millions. Comme j'ai 10 millions de dollars de patrimoine global, pas de fiscalité. Donc, la seule fiscalité dans mon cas présent, si mon patrimoine est inférieur à 15 millions de dollars, c'est une fiscalité sur les biens immobiliers qui sont situés en France. Donc, c'est pour ça, concentrez-vous dans l'optimisation de la transmission des biens immobiliers situés en France dans ce cas présent, si vous êtes en dessous des 15 millions de dollars. Hein. Donc, comme j'évoquais, abattement fiscal. Maintenant, si on est dans un cas de figure où je veux léguer au conjoint survivant. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure dans le cas précédent, si ce bien immobilier qui était en France ou d'autres biens, du côté français, pas de fiscalité en France parce que ce qu'on laisse au conjoint survivant, il n'y a pas de fiscalité du côté français. Maintenant, du côté américain, quand on lègue au conjoint survivant, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, j'évoquais tout à l'heure, si le conjoint est citoyen américain, pas de limite. Donc, je peux donner tout ce que je veux sans utiliser l'abattement des 15 millions de dollars. Donc, si par exemple, demain, j'ai un patrimoine qui vaut 20 millions de dollars, jusqu'à 15 millions de dollars, je vais l'utiliser pour le donner à mes enfants. Les 5 millions restants, ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à mon conjoint qui est américaine. Et imaginez que ma conjointe qui est américaine n'a, elle, un patrimoine, entre guillemets, que de 10 millions de dollars. Je vais lui donner 5 millions, ce qui fait que son nouveau patrimoine à ma conjointe sera de 15 millions, ce qui est assez intéressant. Et donc là, j'ai optimisé, puisque du coup, ça va permettre de ne pas avoir de fiscalité dans ce cadre-là, du côté américain, ce qui est quand même assez intéressant aussi dans ce cadre-là. Deuxième cas de figure, imaginons que finalement, mon conjoint survivant, elle n'est pas américaine, elle a peut-être qu'une carte verte, mais elle n'est pas américaine, donc on ne peut pas lui donner ce que l'on veut. Alors là, on a un autre avantage fiscal qui existe dans le cadre de la convention fiscale, toujours pareil entre la France et les États-Unis, qui dit la chose suivante. Dès lors qu'une des personnes est domiciliée dans un des deux pays, donc là, je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, moi, et que le conjoint survivant a un passeport français, ma conjointe a un passeport français, au lieu de ne pas avoir d'abattement, en fait, en gros, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on est obligé d'utiliser l'abattement global des 15 millions de dollars. Là, on va considérer, dans le cas de la convention fiscale, d'avoir un double abattement, c'est-à-dire que la convention fiscale va permettre de dire vous pouvez donner à votre conjoint survivant, dans la limite d'un même abattement qui existe aux États-Unis, dans le cas de la gift tax, 15 millions de dollars, en plus de l'abattement des 15 millions. Donc, dans mon exemple précis, je pourrais donner, j'ai 20 millions de dollars, je pourrais quand même donner, même si ma conjointe survivante n'est pas américaine, je pourrais toujours avoir les 15 millions de dollars pour mes enfants. Et en plus de cela, grâce à la convention fiscale, je pourrais donner 15 millions de dollars en plus grâce à cette convention. Donc, réel avantage de la convention fiscale également. Et enfin, sachez qu'il y a une petite astuce aussi qui existe aux États-Unis. Si le premier conjoint qui part est celui qui a moins de patrimoine, imaginons dans mon cas présent, moi j'ai un patrimoine de 5 millions de dollars, mon épouse a un patrimoine de 25 millions de dollars, je décède le premier, donc on fait une déclaration de succession pour moi, j'ai 5 millions de dollars, on va dire j'ai le droit à un abattement de 15 millions de dollars, donc techniquement, je ne suis peut-être même pas obligé de déposer une déclaration de succession, sauf qu'en fait, le surplus que je n'ai pas utilisé d'abattement, les fameux 10 millions de dollars, puisque j'avais droit à 15 millions de dollars, on appelle les 10 millions de dollars, j'ai la possibilité d'appliquer ce qu'on appelle en droit américain la portabilité, je transfère ce surplus à ma conjointe
survivant, je la transfère sur ce surplus, ce qui fait qu'elle aura le droit à un abattement de 15 millions plus les 10 millions de dollars, donc 25 millions. Donc, elle pourra appliquer une fiscalité totale sur 25 millions de dollars, ce qui est un sacré avantage. Par contre, vous êtes obligé d'effectuer une déclaration fiscale au moment du décès de la personne pour opter sur ce qu'on appelle cette portabilité. Donc, bien comprendre cette partie-là dans ce cadre-là. Tout à l'heure, je vous évoquais qu'est-ce qui se passe si je suis je suis ni domicilié fiscalement en France ni aux États-Unis. Attention, ce n'est pas un super scénario parce que là, on va regarder la fiscalité interne dans chacun des deux pays. Donc, ce qui est en France sera taxé en France, ce qui est taxé aux États-Unis sera taxé aux États-Unis sans abattement du côté américain. Donc, attention dans ce cadre-là à cela. Maintenant, dans l'exemple aussi, j'évoquais tout à l'heure, je suis à la fois domicilié fiscalement en France et domicilié fiscalement aux États-Unis. Attention, dans ce cadre-là, si je suis domicilié dans les deux côtés de l'Atlantique, je serai taxable là où les actifs sont situés, mais à la fin, du côté français, je serai toujours taxable sur mon patrimoine mondial. Même si aux États-Unis, j'ai le droit à un abattement de 15 millions de dollars, malheureusement, en France, je serai très taxé dès le premier dollar. Donc, si j'ai un patrimoine, encore une fois, j'insiste bien, de 10 millions de dollars, et même si tout est aux États-Unis, vous me direz, aux États-Unis, je ne paye pas d'impôt parce que j'ai le droit à un abattement de 15 millions de dollars. Comme vous êtes résident fiscal français, vous êtes taxable sur l'intégralité de votre patrimoine en France après l'abattement des 100 000 euros. Donc, attention à cette partie-là dans ce cadre-là. Autre petite chose aussi, faites très attention, c'est des plans de retraite américains aux États-Unis. On transfère la fiscalité. Si vous avez ce qu'on appelle des pré-taxes, c'est-à-dire que vous avez obtenu une déduction fiscale au moment des plans de retraite, et donc ce qu'on appelle les pré-taxes, et vous décédez, malheureusement, j'ai évoqué la notion de step-up tout à l'heure au moment du décès. Si j'ai des plus-values accumulées au moment du décès, j'appure ces plus-values quand je les transmets à mes enfants. Il y a une exception, c'est dans le cas des plans de retraite, des pré-taxes. Vous transférez la fiscalité à vos enfants et en plus, vos enfants ont un délai réduit pour le faire. Donc, attention, ce n'est pas un avantage fiscal, ce n'est pas un cadeau de transférer des plans de retraite pré-taxes à ses enfants. Donc, optimisez, consommez-les avant ou alors réfléchissez à une stratégie fiscale, mais pensez bien que les plans de retraite ne sont pas un bon outil de transmission. C'est un très bon outil d'optimisation des revenus, mais pas de transmission. Donc, pensez à cela. Et en plus de ça, si vous habitez en France au moment de votre décès, vous aurez une fiscalité en France au niveau de ces plans de retraite, d'impôt sur les successions, et en plus, vos enfants auront une fiscalité impôt sur le revenu dans ce cadre-là. Donc, attention, là, c'est le pire des scénarios. Pensez bien à optimiser cette partie-là. Je vais conclure sur la notion d'expatriate. Beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, Olivier, OK, moi, j'ai un passeport américain, j'ai une carte verte. Finalement, dans l'absolu, je vais rendre mon passeport américain, ma carte verte, puisque je rentre vivre en France. Je n'ai plus envie de m'embêter avec cela, m'enquiquiner à faire des déclarations fiscales à vie, ce que je l'évoquais tout à l'heure. Si on a un passeport américain, c'est déclaration fiscale à vie, une carte verte aussi dans certains cas. Donc, il y a la notion de ce qu'on appelle d'expatriate aux États-Unis. Un expatriate, c'est une personne qui est dans un des deux scénarios suivants. Premier scénario, il rend son passeport américain, automatiquement il est expatrié, ou alors il rend une carte verte qui détient depuis au moins 8 ans au cours des 15 dernières années. Donc, dont il a été résident fiscal au moins 8 ans. Donc, ça fait au moins 8 ans qu'il a cette carte verte. Attention, une année écoulée, une année entamée. J'ai ma carte verte en novembre, ça compte pour une année pleine. En janvier, ça compte pour une année pleine. Donc, techniquement, ça peut même être 6 ans et demi quand on raisonne par fraction. Donc, dans ce cadre-là, on sera couvert d'expatriate. Si ma carte verte, ça fait moins de 8 ans, si je la rends, je n'ai pas de notion fiscale, je ne suis pas expatriate. Donc, à partir du moment où je suis expatriate, il y a la notion de ce qu'on appelle le cover d'expatriate qui rentre en jeu. Et attention, c'est assez important dans le cas des successions. Donc, un cover d'expatriate, c'est ce fameux Américain qui rend son passeport américain ou cette personne qui a sa carte verte depuis au moins de 8 ans. Et le fisc américain va vous dire, pas de problème. Si vous êtes dans ce cas-là, on est OK pour vendre votre passeport aux cartes vertes. Par contre, on aimerait savoir si vous êtes cover d'expatriate. Un cover d'expatriate, c'est une personne qui remplit l'un des trois critères suivants. Soit au moment où vous rendez votre carte verte, votre passeport, l'impôt moyen que vous payez par an au cours des 5 dernières années dépasse 200 000 $, pour mes cas de figure. Ou alors, votre patrimoine mondial dépasse 2 millions de dollars. Alors, quand on parle de patrimoine mondial, attention, parce que premier cas de figure, 211 milliards d'impôts, vous pouvez me dire, j'en suis loin. Mais deuxième cas de figure, 2 millions de dollars, vous pouvez me dire, à première vue, j'en suis loin, sauf qu'on compte tout. Donc, pour un couple, ça fait 4 millions, mais on compte tout. On compte le patrimoine immobilier, le patrimoine financier, en France, aux États-Unis, partout, mais aussi les plans de retraite. Donc, quand vous rendez votre passeport et au moment de votre retraite, si vous avez un 401k, compte tenu de la performance des marchés financiers, on peut arriver à ces plafonds-là. Et le troisième cas de figure, si vous remplissez ni l'un ni l'autre, c'est que vous n'êtes pas à jour des obligations fiscales. Attention, vous avez oublié de déclarer des assurances vie françaises, des comptes en banque en France, on considère que vous n'êtes pas à jour, donc peu importe les plafonds, vous êtes cover d'expatriate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fisc américain va vous dire la chose suivante. Eh bien, dans ce cas-là, on a plusieurs niveaux de taxation. On va vous taxer sur l'accumulation de vos plus-values. Donc, c'est comme si vous liquidiez votre patrimoine pour nous, quand bien même vous ne l'avez pas liquidé. Donc, on va regarder combien vous avez acheté votre patrimoine, combien vaut au moment où vous rendez votre passeport, votre carte verte. On va vous demander de payer un impôt sur cette plus-value.
on vous pratiquera un abattement de 910 000 $ là-dessus, mais tout ce qui sera au-dessus de 910 000 $, on vous demandera de payer un impôt comme du capital gain. Deuxième conséquence fiscale, c'est sur tous les revenus différés, notamment les plans de retraite, on vous paiera à ce moment-là de payer un impôt. Donc attention, notamment dans le cadre d'un IRA, vous aurez une fiscalité assez punitive parce que quand bien même vous n'avez même pas atteint les l'âge limite, on va déclencher votre imposition accélérée sur ces plans de retraite accumulés. Donc attention. Mais surtout, le plus important pour moi, c'est là la notion qui est la plus importante. Ça, vous pourriez me dire, Olivier, c'est pas grave, je paie mon impôt, je m'en vais. Imaginez que vous avez des enfants. Et ces enfants-là, eux vous disent, toi, tu es bien gentil, tu as ton passeport, tu vas vivre en France. Moi, j'ai fait toute ma vie aux États-Unis, je reste vivre aux États-Unis, je suis résident fiscal américain. Et dans ce cadre-là, on a la notion de ce qu'on appelle de Coral Expatriate qui dit la chose suivante. Si un résident fiscal américain, donc moi, mon fils reste vivre en France, touche une donation ou une succession d'un Coral Expatriate, donc cette fameuse personne qui a rendu son passeport américain, et peu importe dans le temps, c'est à vie, ça, toutes les donations de succession qu'il va percevoir feront l'objet d'une fiscalité à la tranche marginale d'imposition qui existe aux États-Unis sans abattement, donc, et à 40%. Je vous donne un exemple. Au jour d'aujourd'hui, je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, j'ai droit à 15 millions de dollars d'abattement. Je donne à mon fils cette année, qui habite aux États-Unis, qui est américain, 1 million de dollars. Il ne paie pas d'impôt aux États-Unis puisque je peux utiliser l'abattement des 15 millions de dollars. Je rends mon passeport américain cette année, donc je deviens couvert expatriate. L'année prochaine, mon fils, je lui fais une donation d'1 million de dollars. Mon fils va percevoir une donation d'un corps expatrié de 1 million de dollars. Il va devoir payer un impôt de 400 000 $. Et la charge de l'impôt dans ce cas précis, ce qui est une des exceptions dans le cas du régime des successions à donations aux États-Unis, la charge de l'impôt est au bénéficiaire. Donc attention, ça c'est en plus à vie qu'on aura une fiscalité. Donc faites très attention, si vous vendez votre passeport, aux conséquences fiscales au regard des successions et des donations dans ce cadre-là. Il faudra bien le comprendre. Là, vous avez les abattements, mais Adrien va vous en parler maintenant des abattements. Et Adrien va également vous donner les tranches d'imposition du côté américain qui sont à droite après application des 15 millions de dollars et du côté français après application des abattements des 100 000 € et par enfant. Dans ce cadre-là, et n'oubliez pas, Adrien va vous en parler aussi, utilisez les bons outils à retenir. Évitez les trusts si vous voulez rentrer en France, ce n'est pas une optimisation fiscale. Utilisez les family partnerships dont Adrien va vous parler, utilisez les SCI familiales et surtout aussi les assurances vie américaines. Profitez de cet outil assez intéressant dont Adrien va vous parler tout de suite. Et Adrien, je te transmets la parole. Merci Olivier et rebonjour à tous. Alors comme l'a dit Olivier, je vais pouvoir rentrer on va prendre un exemple. On va toujours suivre Sophie et Alain, mais cette fois, Sophie et Alain ont décidé de rentrer en France. Ils ont décidé de rentrer en France pendant toutes leurs années. Ils ont habité aux États-Unis, ils ont construit leur stratégie patrimoniale, qu'ils ont répartie entre deux catégories, leurs actifs défensifs, qui, on le voit dans la stratégie, ont ce rôle de protection, de diversification, de croissance continue, et leurs actifs de croissance, qui, eux, ont ce rôle de moteur de développement de leur stratégie patrimoniale. Donc, Sophie et Alain ont planifié pendant toute leur vie, toute leur carrière. Ils ont habité aux États-Unis, ils sont franco-américains, mais ils ont décidé, pour leur retraite, de rentrer en France. Et là, la question qu'ils nous posent, c'est au niveau succession, Adrien, on a bien compris, on a bien suivi la présentation d'Olivier, on a compris que les règles ne sont pas les mêmes, qu'il y a des changements drastiques, et comment anticiper cela? Alors la première chose qui va être important de comprendre, Olivier en parlait tout à l'heure, c'est que l'on a deux catégories en France, entre guillemets, on a deux systèmes. On a le système à travers la succession, tout ce qui va passer entre guillemets chez le notaire, on va voir les taux ensemble. Donc ça, on a parlé de l'immobilier qui sera localisé en France, mes comptes d'investissement, mes comptes de placement, mes comptes d'épargne, tout ça, au moment de mon décès, va être, entre guillemets, rapatrié chez le notaire et va subir les droits de succession français. Et puis on a ce qui est hors succession. Hors succession, on a l'assurance vie française ou la cash value life insurance américaine. Alors attention ici. Hors succession, on pourrait vite faire l'amalgame, hors succession égale tax-free. Non, c'est faux.
Hors succession, c'est la cash value life insurance. C'est vrai qu'aux États-Unis, elle passe tax-free. Attention, Olivier l'a dit tout à l'heure, si vous êtes domicilié en France au moment de votre décès, hein, domicilié en France, même dans le cas de Alain et Sophie qui sont résidents fiscaux américains parce qu'ils ont le passeport américain, comme le disait Olivier, ils sont bien domiciliés en France au moment de leur succession. Les règles françaises vont s'appliquer et donc la cash value life insurance, bien que tax-free aux États-Unis, serait taxable en France et elle suivra les règles de l'assurance vie française que l'on va voir ensemble. Alors, quelles sont ces règles? Donc, ce qui va passer à travers la succession va subir les tranches d'imposition françaises, hein, on le voit, qui vont de 5% à 40%, qui montent très vite, malheureusement dans les tranches de 30-40%. Ça, c'est pour tout ce qui passe chez le notaire, tout ce qui passe à travers la succession. Et ce qui passe hors succession, hein, donc à travers les cash value life insurance américaines ou l'assurance vie française, eh bien, si j'y ai contribué avant 70 ans, très simple, mes bénéficiaires, et ici je parle bien de mes bénéficiaires, c'est pas forcément mes enfants, hein, ça peut être n'importe quel bénéficiaire, mes bénéficiaires auront un abattement de 152 500 euros. Et ensuite, chaque bénéficiaire aura une imposition de 20% sur les premiers 700 000 euros, puis 31,25 sur le reste. Ce qui est extrêmement intéressant lorsqu'on compare au tableau précédent où à 700 000 euros, on était déjà dans la tranche à 30%. Chose importante ici, c'est par bénéficiaire et par, entre guillemets, je vais dire parent, hein, c'est-à-dire détenteur de contrat. Une question qu'on nous pose souvent, c'est rien. Ok, bah super. Si j'ouvre 3 contrats, est-ce que j'ai 3 fois ça? La réponse, c'est non. Hein. J'ouvre, c'est sur entre guillemets ma tête, c'est par an. Si j'y contribue après 70 ans, les règles sont différentes. Eh bien, mes primes que j'ai contribuées au sein de ce contrat seront réintégrées à ma succession. Hein. Toute la croissance passera bien tax-free, mais par contre, les primes, elles seront réintégrées à ma succession. Donc ici, important, pourquoi est-ce qu'on fait de la cash value life insurance américaine dans le cadre de Alain et Sophie et pas de l'assurance vie française? Eh bien, hein, on en parle dans nos autres webinaires, la problématique de l'assurance vie française, c'est qu'elle est pénalisée lorsque je suis résident fiscal américain. Hein, donc dans le cadre de Sophie et Alain, qui ont le passeport américain, bah, toute leur vie, peu importe où ils sont domiciliés, étant bien résident fiscal américain, ils auront cette pénalité hein, sur l'assurance vie française, donc l'assurance vie américaine est plus intéressante à ce niveau-là, elle évite la double imposition et on va le voir ensemble qu'elle a d'autres avantages, qu'elle est au-delà de cette efficacité fiscale, qu'elle est tout simplement plus puissante. C'est donc pour la raison pour laquelle on l'utilise plutôt que l'assurance vie française. Également ici important, hein, bien doubler le nombre de contrats. Pourquoi? Parce que si quand j'ai doublé un sur chaque époux, hein, ce qui permet cette fois-ci de bien doubler les abattements. Alors, Alain et Sophie. Partons du principe que Alain et Sophie, avant de parler de l'optimisation, il n'est rien optimisé. Donc aujourd'hui, avant de rentrer en France, enfin, à leur arrivée en France, voilà leur patrimoine. Ils ont 3 millions de patrimoine, 1 million en immobilier, viennent d'acheter une résidence en France, et le reste en compte, retraite, placement, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont 2 enfants et ils habitent en France. Qu'est-ce qui se passe s'ils décèdent? Aucune planification. Eh bien, on voit ici, très simple, le patrimoine rentre chez le notaire, fait face aux droits de succession. On voit qu'ici, chaque enfant doit payer 415 000 euros d'impôts, hein, soit un patrimoine net transmis hein, de 2 170 000 euros, 1 million, à peu près 1 million 100 par enfant. On a une taxation ici de 30%. Ok, c'est notre constat de base. Maintenant, quand on connaît entre guillemets le worst case scénario, la question c'est comment arriver au best case scénario. Alors, première étape, Alain et Sophie, ils vont démembrer ce bien immobilier hein, qu'ils achètent en France. Donc, au lieu de l'acheter entre guillemets en pleine propriété, ils vont le démembrer. Donc ici, ils ont 45 ans, moins de 50 ans. Quelle est la valeur fiscale hein, sur laquelle va se baser le Trésor public pour calculer leur impôt de la succession? Eh bien, c'est 40% de la valeur du bien. Olivier en parlait tout à l'heure. Hein, lorsque je fais du démembrement, la nue propriété n'a pas la même valeur que l'usufruit.
Et donc, il y a un avantage fiscal. Ici, on le voit en chiffres. J'ai un bien d'une valeur de 1 million, qui a une valeur fiscale de 400 000 euros. Combien d'abattements j'ai? On en parlait tout à l'heure avec Olivier. 100 000 euros par parent, par enfant. Deux parents, deux enfants. J'ai donc 400 000 euros d'abattement. Ici, en utilisant le démembrement et mes abattements, j'ai annihilé l'impôt sur la succession. Je vais donc pouvoir passer ce bien de façon tax-free à mes enfants. On se rappelle, hein, comme Sophie et Alain sont américains, il faudra bien faire une déclaration côté américain pour bénéficier, comme le disait Olivier, hein, de ce step up in basis au moment du décès des parents, et pas que les enfants se fassent avoir côté américain, même si on a optimisé l'aspect français. Donc ça, première optimisation, super. On a optimisé la succession à ce niveau-là. Deuxième optimisation que je vais pouvoir faire, et ici ce que j'aime bien dire, c'est sans me déposséder. Hein, c'est parce qu'il y a une optimisation simple, hein, je donne à mes enfants avant de partir aux États-Unis avec les 15 millions que j'ai. Et puis bon bah voilà, hein, c'est passé. Nickel. Bon, généralement, ici on me dit Adrien, bah, c'est bien, mais j'ai accumulé mon patrimoine pour vivre lors de la retraite. Ce que je veux faire, c'est optimiser ma succession sans me déposséder, et puis ce qui reste, hein, au moment de mon décès passe de façon optimale. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans cet exercice. Donc on a déjà traité la partie immobilière, maintenant sur la partie financière, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va intégrer, hein, cet actif d'assurance vie, cette cash value life insurance américaine, on va l'intégrer au sein des actifs. Ah, donc on garde nos placements financiers à hauteur de 1,4 million d'euros. Donc ça ne change pas. Même chose que dans le scénario numéro 1. Par contre, je vais avoir, au lieu d'avoir par exemple mes obligations ou tout mon cash dans des comptes d'épargne, je vais l'avoir au sein d'un contrat d'assurance vie américain, une cash value life insurance américaine. 1,4 million d'euros en placement type brokerage, etc. 600 000 euros, hein, que j'ai sur ma cash value américaine. J'ai donc toujours 2 millions, équivalent à la stratégie numéro 1. Je suis juste stratégiquement bien mieux placé pour optimiser ma succession. Pourquoi? Parce que deux choses, on l'a vu tout à l'heure, cette assurance vie va passer hors succession. Je vais avoir de nouveaux abattements, 152 500 euros par bénéficiaire. Je vais avoir de nouvelles tranches d'imposition, beaucoup plus intéressantes que celles que j'avais à travers la succession. Et surtout, hein, l'assurance vie américaine a ce gros avantage, hein, c'est qu'elle a une assurance décès, hein, qui est entre guillemets un multiple de mon épargne investie. On le voit ici, j'ai 600 000 euros d'épargne investie et 400 000 euros d'assurance décès. Qu'est-ce qui passe à mes enfants? Qu'est-ce qui est transmis à mes enfants? Est-ce que c'est 600 000 euros? Est-ce que c'est 400 000 euros? La réponse, c'est non. Ce qui est transmis à mes enfants, on le voit à l'écran, c'est 1 million d'euros. Donc en utilisant ce type d'outil, non seulement je suis plus efficace fiscalement, ça c'est très important, mais j'ai aussi plus de patrimoine qui est transmis à mes enfants grâce à ce bump, hein, de l'assurance décès que j'ai grâce à ce contrat. Et là, on n'a même pas encore parlé du fait que les rendements sont plus intéressants au sein de ce type de contrat. Donc maintenant, si on fait les maths, euh, en passant mon immobilier et en utilisant l'assurance vie, bah, j'ai drastiquement réduit mon impôt sur la succession. Finalement, j'ai plus que 1,4 million, hein, qui va passer à travers mon notaire, ce qui me fait un impôt sur la succession de 305 000 euros, hein, qui est correct par rapport aux 830 000 euros que je vais payer initialement. Transmission nette, j'ai beaucoup plus de patrimoine qui est transmis. Un, pourquoi? Bon, logique, je paye moins d'impôts. Deux, on se rappelle, j'ai une assurance décès. Et cette assurance décès, elle n'est pas taxable selon les règles françaises, et américaines d'ailleurs. Donc, grâce à ces deux effets-là, moins d'impôts, assurance décès, j'ai donc beaucoup plus de patrimoine, hein, qui est transmis. Je transmets, au lieu de 2 170 000 euros, j'ai 3 95 000 euros qui sont transmis. J'ai donc une économie d'impôts ici de 925 000 euros, hein, ce qui est quand même, enfin, j'ai 925 000 euros, pardon, de patrimoine qui passe en plus de la stratégie numéro 1, hein, ce qui est vraiment game changer, hein, en termes de planification successorale. Et ici, encore une fois, j'ai optimisé ma succession simplement en me plaçant de façon plus stratégique.
plus stratégique sur la partie immobilière, plus stratégique sur la partie financière. J'ai utilisé 2 leviers ici. Est-ce qu'il y a d'autres options pour moi? Ces personnes vont dire: «OK Adrien, c'est bien, mais est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que, cette partie taxable, j'habite ici aux États-Unis, est-ce qu'il y a des outils que je devrais utiliser, pour potentiellement bénéficier, utiliser mes exemptions américaines, ces fameux 15 millions que j'ai, par an, hein? Est-ce que il existe des options? Parce que je sais que le trust ne fonctionne pas. Et la réponse est oui, Olivier en a parlé tout à l'heure, le trust ne fonctionne pas et j'ai bien des options ici, si je souhaite aller un plus loin que la simple optimisation dont on vient de parler tout à l'heure, je vais pouvoir utiliser des outils comme, les family corporations. Alors j'ai pris l'exemple de la LLC ici, mais comment est-ce que ce type d'outil fonctionne? Eh bien, mon patrimoine américain, pouvoir venir le loger au sein d'une société, tout simplement, ici dans mon exemple, une LLC, et je vais pouvoir, alors entre guillemets, pour rester sur un concept simple, démembrer cette société. Alors, est-ce que c'est le concept de nue propriété et d'usufruit? Non, Olivier en a parlé tout à l'heure, le concept de nue propriété et d'usufruit n'existe pas ici aux États-Unis. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir donner à mes enfants même les intérêts économiques, les economic interests de ma société, hein. Ça veut dire qu'ils posséderont officiellement ma société. Par contre, ils n'auront aucun droit de prendre des décisions et aucun accès au fonds de cette société. C'est un peu comme si je donnais la nue propriété d'un bien. C'est pas la même chose, mais ça ressemble. Moi, qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder les intérêts de gestion, les manager interests, qui me donnent totale décision, contrôle total des fonds et utilisation libre des fonds. Si je fais ça pendant ma résidence fiscale américaine, lorsque j'habite aux États-Unis, je le déclare correctement aux États-Unis, je vais pouvoir aller encore plus loin que ce dont on vient de parler tout à l'heure et optimiser encore plus cet aspect successoral pour ma famille. Alors attention, ici chaque situation est complètement différente et a vraiment besoin d'être étudiée au cas par cas. Donc ici, l'idée, c'était en un cas pratique, vous montrer vos options et surtout l'impact de vos options. On voit qu'avec quelques petits changements, on a un très gros impact sur sa succession en France sans vous impacter, sans changer votre style de vie lors de la retraite. Après, moi, ce qu'on propose toujours aux personnes après nos webinaires, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous, Olivier et moi-même, pour que l'on étudie votre situation de façon personnelle et que l'on voit avec vous quels sont les meilleurs outils qui auront le plus d'impact dans votre situation à vous. Parfait, donc je vais pouvoir rendre la parole à Olivier, enfin on va pouvoir prendre ensemble la partie question. Alors, une question, Adrien, par rapport aux assurances vie, notamment américaines. Comment Ouais. on peut y souscrire à les assurances vie américaines? Quel est le process? Et est-ce que si on rentre en France, finalement, on les perd, on les perd? C'est-à-dire qu'on rentre en France, Ouais. on n'a plus de lien avec les États-Unis, est-ce qu'on les perd ou pas? Ouais, c'est une très bonne question, merci Olivier. Alors, une question qui nous est souvent posée. La réponse, c'est que bon, pour souscrire à une assurance vie américaine, c'est relativement simple. Et comme vous avez cette composante d'essai, il y a une partie santé. Donc, il y a tout simplement un petit questionnaire de santé qui a à répondre, hein. Donc, c'est une application. Une fois qu'on qualifie, eh bien, on a la possibilité d'ouvrir cette assurance vie américaine. Et là, très simple, je vais pouvoir transférer mes fonds, comme une assurance vie française, mettre mon épargne au sein de cette assurance vie-là. Et lors de mon retour en France, alors l'avantage, c'est que eh bien, je garderai tous mes avantages américains. Donc, j'aurai pas de problématique de double imposition comme je pourrais rencontrer avec de l'assurance vie française aux États-Unis. Donc, un outil vraiment flexible et vraiment portable. En cas de Super. l'impossible. Ok, merci. Alors, on avait une autre question aussi, ça c'était par rapport à la résidence fiscale. Dans quel cas un Français est-il considéré comme résident fiscal américain? Alors, comme j'évoquais tout à l'heure, attention à la notion de résidence fiscale aux États-Unis. Déjà, la France, peu importe le passeport, à partir du moment où vous habitez aux États-Unis, on ne regarde pas votre situation d'immigration ou pas, je veux dire, que vous soyez français ou pas, ça ne change rien. C'est la présence physique qui va définir la notion de résidence fiscale. Alors, n'oubliez pas deux notions,
résidence fiscale qui s'applique aux États-Unis pour l'impôt sur le revenu, domicile fiscal qui s'applique pour l'impôt sur les successions et donations. Et résidence fiscale, c'est le nombre de jours, c'est le critère de présence physique que j'évoquais tout à l'heure. Et domicile fiscal, là, c'est votre statut. C'est un critère objectif, c'est combien est-ce que je suis là pour avoir l'intention d'y rester. Donc, c'est vraiment de façon indéfinie. Donc, le fait d'avoir une carte verte sera le critère déterminant pour définir si on a domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc, bien comprendre, en cas des successions donations, l'impact est très important parce que je peux être résident fiscal d'un point de vue d'impôt sur revenu, mais non domicilié fiscalement aux États-Unis parce que je n'ai pas de carte verte. Et dans ce cadre-là, je n'aurai pas d'abattement des $15. Donc, bien comprendre dans ce cadre ce qui va se passer. Alors, autre question, c'était peut-on choisir la loi applicable à sa donation-succession dans un contexte France-USA? Alors là, d'un point de vue fiscal, non, malheureusement. D'un point de vue juridique et civil, oui. Alors, comme j'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, notre objectif, ce n'était pas parler de la partie civile et juridique, mais entourez-vous bien d'un avocat américain et d'un notaire ou d'un avocat en France, sachant qu'en général, si vous habitez aux États-Unis, vous avez le droit applicable, ce sera le droit américain. La seule chose qu'il faudra regarder, c'est de demander à ce que le droit français reste applicable sur le bien immobilier situé sur le territoire français. Donc, comprenez bien un petit peu les astuces, mais ça, c'est une partie juridique et civile qui n'est pas une partie dans le cadre fiscal. J'ai une autre question, fiscalité des donations internationales. On me dit souvent que si j'effectue une donation à mes enfants qui sont en France, je suis carte verte américaine, j'effectue une donation à mes enfants qui sont en France, mes enfants vont devoir payer un impôt en France. Alors, comme j'évoquais tout à l'heure, et c'est souvent la confusion qui est évoquée, c'est que souvent, on va vous dire, attention, vos enfants sont en France, vous payez un impôt en France, parce que c'est le droit interne français. Mais pensez bien qu'on a une convention fiscale. Donc, n'hésitez pas à recourir à des notaires ou des avocats qui sont spécialisés, qui connaissent la fiscalité entre la France et les États-Unis et qui connaissent la convention fiscale. Parce que le risque, et moi j'ai déjà eu dans le passé, c'est qu'on vous fasse payer un impôt en France alors que vous ne devez pas en payer en France. J'insiste bien, si vous donnez de l'argent à vos enfants qui habitent en France, à partir du moment où vous êtes domicilié fiscalement aux États-Unis, donc vous avez au moins une carte verte, donc c'est la convention fiscale qui va s'appliquer, et là, la fiscalité applicable, ce sera taxable dans le pays de résidence uniquement de la personne qui donne. Donc, pas de fiscalité en France. Par contre, il faut déposer des déclarations fiscales en France, vos enfants en tant que bénéficiaires, en appliquant la convention fiscale. Donc, entourez-vous de professionnels dans ce cadre-là. Question, Adrien, dans quel cas devrions-nous utiliser une SCI comme véhicule de transmission en France? Qu'est-ce que tu penses de cela? C'est une très bonne question. Alors, c'est encore une fois au cas par cas. Moi, j'aime bien la SCI parce qu'elle est très flexible dans le sens où si vous voulez utiliser le schéma de démembrement et qu'un jour, je sais pas, la maison, mon exemple préféré, c'est voilà, la maison du voisin est en vente, la maison du voisin vous plaît, vous dites, tiens, je veux la revendre, je veux revendre la mienne et acheter la maison du voisin. Dans une SCI, c'est beaucoup plus facile. On n'aura pas besoin entre guillemets, de l'accord des enfants à qui on a donné la. Je dis pas que les enfants vous donneront pas l'accord, mais on n'aura pas besoin de l'accord des enfants pour faire cette transaction-là. Donc, moi, ma préférence, c'est encore une fois à voir avec vos notaires au cas par cas, mais c'est d'ouvrir une SCI. Une SCI simple, avec option impôt sur le revenu, c'est très bien. C'est une pass-through anti-type. Peut-être tu veux dire quelque chose là-dessus, Olivier, mais je trouve que c'est optimal. Oui, comme tu dis, ce sera très intéressant. Donc, on aura toujours la fiscalité transparente d'un point de vue imposition sur le revenu. Donc, on sera pas pénalisé d'un point de vue américain. C'est comme si vous déteniez le bien en direct. Mais comme tu l'as évoqué, Adrien, on a un meilleur contrôle de la SCI et notamment si on souhaite vendre à un moment donné ou à un autre le bien, c'est la SCI qui rend le bien et non pas le propriétaire ou du fautier. Donc, oui, comme tu dis, c'est intéressant. Alors, il y a deux dernières questions. Une dernière question technique et une autre un peu plus pratique. Quelles stratégies peuvent être mises en place pour anticiper et optimiser sa transmission de patrimoine? Comme l'a évoqué en fait Adrien, comme tu l'as évoqué, c'est de mettre en place les bons outils quand vous êtes encore résident fiscaux américains. Donc, n'hésitez pas à utiliser, à faire des donations. Je vous ai parlé tout à l'heure des $19 000. Utilisez-les sans forcément vous déposséder. Mettez en place des structures juridiques, comme tu l'as bien évoqué, Adrien, en s'entourant. Donc, mettre en place des bonnes structures juridiques à la fois du côté américain et du côté français, mais de bien s'entourer dans ce cadre-là. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Adrien. Tout à fait. Alors après, dernière question, quel accompagnement proposez-vous chez SA France Financial Group, justement dans ce cadre patrimonial de succession-donation? Alors,
Comme je l'ai mentionné à la fin du webinaire, nous, on va pouvoir commencer par vous faire votre bilan patrimonial. Et en fonction de vos objectifs, de votre situation, de l'état dans lequel vous résidez et de votre projet d'impatriation ou pas d'impatriation, on pourra travailler avec vous sur l'optimisation de cette structure patrimoniale, de la mise en place des outils les plus adaptés à votre situation pour, bien sûr, optimiser votre aspect successoral. C'est notre rôle, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, comme je le disais, avec Olivier et moi-même. On se fera un plaisir de faire un premier bilan patrimonial avec vous et de vous présenter nos recommandations pour optimiser cet aspect successoral au sein de votre stratégie. Et comme, une petite question complémentaire qu'on m'a mis, en quoi votre offre est-elle différente d'un conseiller de gestion de patrimoine, un gestionnaire de patrimoine classique aux États-Unis, qui soit francophone ou autre? Qu'est-ce qui fait votre différence? Alors, déjà l'aspect holistique. Déjà, voilà. USA France, comme vous le savez, on a eu la chance d'avoir Olivier aujourd'hui avec nous. Olivier dirige le Multifamily Office. L'avantage, c'est que chez USA France Financial, eh bien, vous bénéficiez de ce qu'on aime appeler l'expérience Multifamily Office, c'est-à-dire, vous n'aurez pas tout cet aspect gestion administrative et beaucoup de services qui sont du Family Office. Par contre, lorsqu'on approche une stratégie patrimoniale, quand on parle d'expérience Family Office, eh bien, on va pas simplement regarder vos placements, vos investissements, on va faire un point sur la stratégie de façon globale, c'est-à-dire que ce soit l'aspect protection, que ce soit bien sûr l'aspect placement, investissement, que ce soit l'aspect retraite et que ce soit l'aspect succession, fiscalité au sein de la stratégie patrimoniale. Ça déjà, c'est ce qui nous diffère. Après, eh bien, on a la chance d'avoir au sein du cabinet et à la tête de chaque branche des experts connus et reconnus. À la tête de la branche d'investissement, on a notre associé Alexandre Quentin, qui fait partie des 100 meilleurs conseillers financiers aux États-Unis dans Forbes. On a Adam Boyer à la tête de l'équipe de stratégie patrimoniale qui lui aussi fait partie des 100 meilleurs conseillers financiers. Et puis au sein de l'unité fiscale, on a la chance d'avoir Olivier Sureau qui est CPA et expert comptable au sein de USA France. Donc au-delà de cette expérience Family Office, vous avez aussi des experts connus et reconnus sur le marché américain qui voilà, qui, je pense, nous diffère. Super. Je pense on est bon, Adrien, pour les questions. Je pense qu'on peut conclure, en fait. Parfait, merci à tous d'avoir suivi notre webinaire. Merci à ceux qui se connectent également sur le replay. Ce sera un plaisir de vous présenter de faire un premier bilan avec vous, étudier votre situation de façon personnalisée pour vous présenter nos recommandations. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.